Pronto, então, José. Ok, Azinha, a gente volta. Toronto, été 1986. Les gratte-ciels reflètent la lumière brûlante du soleil sur la surface de Lakeshore Boulevard, où des milliers de spectateurs se massent des deux côtés pour assister à l'un des événements les plus attendus de la saison kart, le Grand Prix urbain de Toronto. Le rugissement des moteurs V8 remplit l'air, les voitures de course filent comme des éclairs. Tous pensaient vivre une journée de fête, de passion, de vitesse. Personne n'imaginait que, quelques tours plus tard, le monde entier allait être témoin d'un des accidents les plus terrifiants de l'histoire du sport automobile, la mort du pilote américain Jeff Krosnoff. Jeff n'était pas la star du plateau. Il ne pilotait pas pour une écurie prestigieuse, ne bénéficiait pas de sponsors puissants, ni de budget faramineux. Mais il incarnait la pureté du rêve, celui de vivre pour conduire, pour ressentir la vitesse, pour repousser ses propres limites. Son histoire est celle d'un homme simple animé par une passion dévorante, prêt à tout risquer pour quelques secondes d'adrénaline. Le 14 juillet 1986, la course Molson Indy Toronto débute dans une ambiance électrique. Le tracé, étroit et cerné de murs de béton, ne pardonne aucune erreur. Le moindre faux pas peut être fatal. Au 92e tour, la Lola Negré 25 de Jeff Krosnoff se trouve juste derrière la voiture de Stefan Johansson. En une fraction de seconde fatale, sa roue touche l'arrière du concurrent. Le choc est d'une violence inouïe. La voiture de Jeff décolle, heurte la barrière, se désintègre et passe littéralement par-dessus la clôture, projetant des débris dans tous les sens. L'accident est retransmis en direct à la télévision. Des millions de téléspectateurs retiennent leur souffle. En quelques secondes, le vacarme des moteurs s'éteint, remplacé par le fracas du métal et les cris horrifiés du public. Sur la piste, il ne reste qu'un amas de débris, des morceaux de carbone, des pneus arrachés et le silence glaçant d'une tragédie. L'impact tue instantanément Jeff Krosnoff ainsi qu'un commissaire de piste, Gary Avrin, frappé par les restes de la voiture. Les médias parleront de un accident inimaginable, d'une tragédie moderne du sport automobile. Mais pour les proches de Jeff, pour ses collègues, c'était bien plus qu'un accident, c'était la fin d'un rêve. L'effondrement d'une vie entière consacrée à la course, celle d'un homme qui avait traversé la planète, du Japon aux États-Unis, pour poursuivre son idéal de pilote. Les images au ralenti révélèrent l'ampleur du désastre. Le châssis arraché, le cockpit pulvérisé, la voiture transformée en un nuage de débris. Les secours, impuissants, comprirent immédiatement qu'il n'y avait plus rien à faire. À cet instant précis, tout le monde réalisa la fragilité absolue de la vie, surtout dans cet univers où la gloire et la mort se côtoient à une vitesse folle. La tragédie de Jeff Krosnoff marquera un tournant. Elle bouleversera les normes de sécurité et forcera la kart à repenser la protection des pilotes et des commissaires. Mais avant d'aborder cet héritage, il faut revenir en arrière, comprendre l'homme derrière le casque, son parcours, ses sacrifices et son amour infini pour la course. Car ce récit ne parle pas seulement de mort. Il parle de vie, de rêve et de ce qu'il en coûte d'aller jusqu'au bout de sa passion. Jeff Krosnoff est né le 24 septembre 1964 à Tulsa, dans l'Oklahoma, mais il grandit sous le soleil de Californie, ce paradis mécanique où la culture automobile et la passion de la vitesse se mêlent à la vie quotidienne. Dès son plus jeune âge, Jeff est fasciné par le rugissement des moteurs, par les virages à la limite et par la gloire de ses idoles, Mario Andretti, Rick Mears ou AJ Foyt. Enfant, il passait des heures à démonter et remonter des modèles réduits de voitures, rêvant de filer à toute allure sur l'anneau d'Indianapolis, porté par les acclamations de la foule. Contrairement à beaucoup de pilotes, Jeff ne vient pas d'une famille liée au sport automobile. Ses parents étaient des gens ordinaires, sans les moyens d'acheter du matériel, ni de financer une carrière. Mais il possédait ce que l'argent ne peut pas acheter, la détermination. Il étudia la mécanique, s'intéressa aux moindres détails des moteurs, et participa à de petites courses de karting pour forger son instinct et ses réflexes. À chaque défaite, il apprenait. Il croyait dur comme fer qu'un jour, son talent parlerait de lui-même. Au début des années 1980, Jeff fit ses débuts dans les championnats Formula Atlantique, tremplin pour de nombreux jeunes pilotes américains. Malgré un budget dérisoire et un encadrement limité, il impressionna par son audace, sa rigueur et son incroyable sang-froid dans les situations extrêmes. Ses pairs le décrivaient comme un pilote qui ne renonce jamais, quoi qu'il arrive.
Mais la réalité du sport automobile américain est impitoyable. Sans appui financier ou soutien politique, il est presque impossible de gravir les échelons. Alors que beaucoup auraient abandonné, Jeff fit un choix surprenant, partir au Japon. En 1989, il signa avec l'écurie Le Mans pour courir en Formula 3000 japonaise, une décision à la fois risquée et visionnaire. Pour un pilote américain, s'exiler en Asie signifiait repartir à zéro, langue étrangère, culture inconnue, style de conduite radicalement différent. Mais Jeff y vit une chance. Si je veux être respecté, je dois prouver que je peux gagner n'importe où, disait-il. Au Japon, il trouva enfin sa place. Sur les circuits de Suzuka, Fuji ou Sugo, son nom devint familier. Son style de pilotage, précis, agressif, mais toujours respectueux, séduisit les fans nippons. Il monta plusieurs fois sur le podium et devint l'un des pilotes étrangers les plus populaires de la scène japonaise. En parallèle, il courut aussi dans le championnat Super GT, All Japan Sport Prototype Championship, pilotant des Toyota Supra et Nissan Skyline aux performances redoutables. Les spécialistes le considéraient comme un ambassadeur américain du sport automobile japonais. Mais, au fond de lui, Jeff gardait un rêve intact, revenir en Amérique et courir dans la prestigieuse série CART, Championship Auto Racing Teams, le sommet du sport automobile nord-américain. Après presque 10 ans d'exil, il voulait prouver qu'il n'était pas seulement un aventurier expatrié, mais un pilote complet capable d'affronter les meilleurs. Ainsi, en 1996, il rentra aux États-Unis et rejoignit l'équipe Arciero Wells Racing. Son bolide, une Lola Ford 925, n'était pas parmi les plus performants et son équipe manquait de moyens. Mais Jeff, fidèle à lui-même, accepta le défi avec un sourire tranquille. « Je ne sais pas à quel point la voiture est rapide, confia-t-il au journaliste, mais je sais que j'ai enfin ma chance. » Autour de lui, la série CART brillait de stars. Michael Andretti, Al Unser Jr., Alex Zanardi. Jeff savait qu'il n'était qu'un outsider. Pourtant, rien ne semblait pouvoir éteindre son feu intérieur. Habitué à la solitude des circuits étrangers et à la lutte pour exister, il abordait chaque course avec la même humilité, la même intensité. Ceux qui le côtoyaient le décrivaient comme un homme doux, drôle, sincère, profondément passionné. Il n'avait ni attaché de presse, ni campagne d'image, ni ambition mondaine. Ce qu'il voulait, c'était courir. Et chaque fois qu'il enfilait son casque, ses yeux brillaient, comme si le monde extérieur cessait d'exister. En cette année 1996, après 2 décennies de persévérance, le rêve de Jeff Krosnoff devint réalité. Il s'aligna sur la grille d'un Grand Prix américain, sous les flashs et les drapeaux flottants. Mais personne ne pouvait imaginer que cette ligne de départ serait aussi sa dernière. Le 14 juillet 1986, Toronto vibrait sous le rugissement des moteurs. Des milliers de spectateurs bordaient les trottoirs, les drapeaux flottaient, et la musique du danger emplissait l'air. Sur la grille de départ, Jeff Krosnoff, au volant de sa Lola Ford 1025 de l'écurie Arciero Wells, fixait droit devant lui, le regard concentré derrière la visière de son casque blanc et bleu. C'était sa première saison dans la série CART, et pour lui, chaque seconde sur le sol américain représentait l'aboutissement d'un rêve d'enfance. La course débuta dans une atmosphère électrique. Le tracé urbain de Toronto est l'un des plus exigeants, étroit, bordé de murs de béton, sans la moindre marge d'erreur. Jeff n'avait pas la voiture la plus rapide, mais il faisait preuve d'une rigueur exemplaire. Pendant plus de 90 tours, il pilota avec constance et prudence, évitant les pièges, trouvant son rythme. Ce jour-là, il voulait avant tout terminer, prouver qu'il méritait sa place parmi les meilleurs. Mais le destin, ce jour-là, en décida autrement. Au 92 tours, alors que la course touchait à sa fin, Jeff tentait de dépasser le Suédois Stefan Johansson. Les 2 voitures approchaient une courbe rapide sur Lakeshore Boulevard, un long virage serré bordé de barrières métalliques et de tribunes pleines à craquer. En une fraction de seconde fatale, la roue avant droite de Jeff frôla l'arrière de la voiture de Johansson. À plus de 300 km/h, ce léger contact fut suffisant pour tout détruire. Sa Lola Ford décolle soudainement, s'élève dans les airs, percute la barrière de sécurité et explose en une pluie de débris. Le châssis se disloque, les pneus s'arrachent, le cockpit est pulvérisé. La voiture franchit littéralement la clôture, heurte un poteau électrique, puis retombe dans les tribunes. Tout se passe en quelques secondes. Les caméras de télévision, qui retransmettaient la course en direct, captent la scène d'horreur. À l'écran,
On voit la voiture se désintégrer dans un nuage de flammes et de métal. Le commentateur s'interrompt, incapable de parler. Dans les tribunes, des cris de panique éclatent. Quelques instants plus tard, le drapeau rouge s'agite. La course est stoppée. Les secours se précipitent sur les lieux, slalomant entre les débris fumants. Ce qu'ils découvrent glace le sang. Le poste de pilotage a été arraché. Des morceaux du châssis pendent au-dessus des barrières. Le corps inerte de Jeff repose dans ce qui reste de sa voiture. À quelques mètres de là, un commissaire de piste, Gary Avrin, a été mortellement touché par une pièce de la monoplace. La scène est d'une brutalité inouïe. Quelques minutes plus tard, le verdict tombe. Jeff Krosnoff est décédé sur le coup, victime de traumatismes multiples à la tête et à la poitrine. L'annonce plonge le circuit dans un silence effroyable. Dans les stands, Stefan Johansson, effondré, pleure sans pouvoir prononcer un mot. Les autres pilotes, paralysés, comprennent qu'ils viennent de perdre l'un des leurs. Les médias parleront d'un accident apocalyptique, l'un des plus terribles de l'histoire du kart. Les ralentis montrèrent la séquence insoutenable. La voiture qui s'envole, se retourne, explose en heurtant la barrière, avant de se désintégrer au-dessus des spectateurs. Les ingénieurs et les commissaires de course comprirent immédiatement que les protections existantes étaient dépassées. Les barrières étaient trop basses, les zones de dégagement inexistantes et les cockpits beaucoup trop vulnérables. Le soir même, le paddock tout entier était en deuil. Les drapeaux furent mis en berne et les équipes se réunirent en silence pour rendre hommage à Jeff et à Gary Avrin. Dans les rues de Toronto, la fête s'était éteinte. Seul restait le bruit des ambulances et l'odeur métallique du carburant brûlé. À ce moment précis, le monde du sport automobile comprit une vérité terrible. La vitesse, aussi belle et noble soit-elle, pouvait se transformer en mort en une fraction de seconde. Et cette prise de conscience allait bientôt changer à jamais la manière de concevoir la sécurité dans les courses américaines. Cette nuit-là, le ciel de Toronto semblait encore rouge, comme si la piste elle-même pleurait l'un de ses fils. Jeff Krosnoff, le rêveur venu de Californie, avait trouvé sa fin là où il se sentait le plus vivant. Mais son sacrifice n'allait pas être vain. Après le terrible accident de Toronto, le monde du sport automobile sombra dans la stupeur. Des millions de téléspectateurs qui avaient vu le crash en direct n'arrivaient pas à croire qu'un tel drame ait pu se produire en quelques secondes. En un instant, un homme vivant pleinement sa passion avait disparu. Ce n'était pas seulement la mort de Jeff Krosnoff, mais aussi celle d'un commissaire de piste, un homme qui accomplissait simplement son devoir à un endroit censé être sûr. Ce double drame bouleversa tout le milieu du kart. Le lendemain, les plus grands journaux publièrent les photos de la tragédie. L'image de la voiture pulvérisée, projetée dans les airs, devint le symbole de la fragilité humaine face à la vitesse. Les médias s'interrogèrent sans relâche. Comment un tel accident a-t-il pu se produire dans une compétition de ce niveau? Où étaient les mesures de sécurité quand une voiture peut traverser une barrière comme du papier? Ces questions se transformèrent vite en colère et en exigence de justice. Les ingénieurs commencèrent à analyser les causes de l'accident. Les conclusions furent accablantes. Les barrières métalliques étaient trop basses, aucune structure n'absorbait l'énergie, les tribunes étaient placées beaucoup trop près de la piste, et surtout, le cockpit était beaucoup trop fragile face à la violence du choc. Un ingénieur vétéran du kart lâcha avec amertume. « Nous avons construit des machines plus rapides que jamais, mais nous avons oublié que l'homme à l'intérieur reste de chair et de sang. » Sam. Pendant ce temps, la famille de Jeff, sa femme Tracy et leurs 2 jeunes enfants affrontaient une douleur impossible à décrire. Des milliers de lettres de condoléances arrivèrent du monde entier. Les pilotes japonais, anciens compagnons de Jeff, envoyèrent des fleurs et des messages d'hommage. Sur le circuit de Suzuka, une pancarte fut installée. « Arigato, Jeff, you will always race with us. » Merci, Jeff, tu courras toujours avec nous. Le Japon, où Jeff avait été un héros, organisa une cérémonie en sa mémoire, rassemblant des centaines de fans. Pour les pilotes du kart, cet accident fut un électrochoc. Beaucoup déclarèrent qu'ils ne reprendraient pas le volant tant que la direction ne s'engagerait pas à améliorer la sécurité. « Aucun de nous ne veut revivre ça », confia Jimmy Vasser, un ami proche de Jeff. « Nous savons tous que le danger fait partie du jeu, mais ce qui nous met en colère, c'est que cet accident pouvait être évité. » Des réunions d'urgence furent convoquées entre les dirigeants du kart, les ingénieurs et les équipes. En quelques semaines, plusieurs nouvelles mesures furent décidées.
Des barrières plus hautes, des matériaux absorbant l'énergie, des tests de résistance obligatoires sur les châssis et un éloignement accru des tribunes. Ces réformes ne pouvaient pas ramener Jeff, mais elles portaient la promesse qu'aucun autre pilote ne mourrait pour les mêmes raisons. Les médias américains saluèrent la réaction rapide du monde du sport automobile. Un article écrivit « Jeff est parti, mais il a forcé le monde à s'arrêter et à réfléchir à la valeur de la vie sur un circuit. » Cette phrase se répandit rapidement, devenant un symbole pour tous les pilotes des générations suivantes. Quelques mois plus tard, lorsque la saison kart reprit, la voiture Nebra 25 de Jeff resta vide dans les stands comme un mémorial silencieux. Personne ne prit sa place. Avant chaque départ, 1 minute de silence fut observée et son visage apparut sur les écrans géants, un rappel que derrière chaque casque, il y a un être humain, un cœur battant pour la vitesse. La mort de Jeff Krosnoff ne changea pas seulement le kart, elle transforma le monde entier du sport automobile. Des années plus tard, les recherches menèrent à la création du mur SAFER, un système de barrière capable d'absorber la force des impacts, utilisé ensuite par la NASCAR, l'IndyCar et de nombreux circuits à travers le monde. Cette innovation sauva la vie de dizaines de pilotes dans des accidents qui, sans elle, auraient pu connaître le même destin tragique que celui de Jeff. Mais dans le cœur des passionnés, le souvenir de Toronto reste gravé à jamais. Chaque fois que les images de l'accident réapparaissent dans un documentaire ou un hommage, une émotion lourde envahit le silence. Car derrière ce choc, il n'y a pas seulement la tragédie d'un pilote, mais aussi une vérité éternelle. Sur la piste, la frontière entre la gloire et la mort ne tient qu'à une fraction de seconde. La mort de Jeff Krosnoff ne s'est pas terminée dans les larmes, mais a ouvert un nouveau chapitre dans l'histoire du sport automobile, un chapitre de réveil. À partir de cette tragédie, tout le système des courses nord-américaines fut contraint de se remettre en question. Personne ne voulait revoir un drame semblable, personne ne voulait entendre à nouveau le bruit du métal se brisant et les cris d'effroi des spectateurs. De cette perte est née une mission: faire de la vitesse un espace où la vie aurait sa place. Immédiatement après l'accident, une série d'études furent lancées. Ingénieurs, experts en matériaux et concepteurs de châssis unirent leurs forces pour trouver le moyen de réduire les forces d'impact. Ils analysèrent chaque image du crash de Toronto, l'angle du choc, la vitesse, la rotation, la rupture du cockpit, afin de comprendre ce qui avait coûté la vie à Jeff. Ces recherches menèrent à une refonte complète des monoplaces, renforcement des cockpits en matériaux composites, protection latérale accrue, et repositionnement du pilote plus profondément dans la coque pour réduire les risques d'éjection. Mais le changement le plus marquant naquit d'une idée révolutionnaire, la création d'un nouveau mur de sécurité. Les ingénieurs de l'Université du Nebraska, en collaboration avec la Ligue Indy Racing, développèrent un système baptisé SAFER, Steel and Foam Energy Reduction, acier et mousse de réduction d'énergie. Ce mur absorbait une grande partie de la force du choc, protégeant ainsi le pilote. Il s'agissait là d'un héritage direct de l'accident de Jeff Krosnoff. Au début des années 2000, le mur SAFER fut installé sur les circuits les plus rapides des États-Unis. Rapidement, il prouva son efficacité. Lors de terribles accidents à Indianapolis, Texas ou Charlotte, plusieurs pilotes purent survivre grâce à ce système. Les médias le surnommèrent le mur de la vie. Et dans les paddocks, beaucoup murmuraient « Jeff n'est pas mort pour rien ». Mais l'héritage de Jeff ne fut pas seulement technique, il fut humain. Après sa disparition, les écuries commencèrent à promouvoir une nouvelle philosophie, courir avec responsabilité. Cela signifiait ne plus seulement chercher la vitesse absolue, mais aussi reconnaître les limites de l'homme. Des cérémonies furent organisées chaque année sur les circuits américains, japonais et canadiens. À plusieurs endroits, de petites plaques commémoratives furent installées portant l'inscription « In memory of Jeff Krosnoff, who inspired safety through sacrifice » à la mémoire de Jeff Krosnoff, qui inspira la sécurité par son sacrifice. NC, ses amis et collègues refusèrent de laisser son souvenir s'effacer. En 1997, fut créé le Jeff Krosnoff Memorial Award, une distinction décernée aux pilotes incarnant l'esprit de sportivité, de courage et de persévérance qu'il représentait. Pour beaucoup, Jeff n'était plus seulement un pilote disparu, mais un symbole d'intégrité et de passion dans la course. Les journalistes qui l'avaient interviewé se souvenaient d'un homme humble, souriant, parlant de la vitesse non comme d'une conquête, mais comme d'un art. Il avait dit un jour « La vitesse n'est pas là pour prouver que je suis meilleur que les autres, mais pour trouver mes propres limites. »
Cette phrase fut gravée sur sa stèle funéraire en Californie, sous les arbres, non loin des routes où il aimait tant rouler. 2 décennies plus tard, les jeunes pilotes qui découvrent le sport automobile entendent encore son nom. On ne parle plus de lui comme d'un accident tragique, mais comme de celui qui, par sa mort, a changé le destin de la sécurité en course. Grâce à lui, des dizaines de pilotes ont survécu à des chocs qui, autrefois, auraient été fatals. Grâce à lui, les enfants qui admirent les héros du volant peuvent les voir sortir de leur voiture vivants, souriants, saluant la foule. Jeff Krosnoff n'a pas été honoré par des trophées ou des statues, mais son nom vit à travers chaque innovation, chaque amélioration de sécurité, chaque minute de silence avant un départ. Il est mort à 31 ans, jeune et plein d'avenir, mais son héritage dépasse tous les podiums. Et sans doute, s'il pouvait voir le monde d'aujourd'hui, Jeff sourirait. Car l'univers qu'il a contribué à changer par son sacrifice est désormais plus sûr, plus humain et plus respectueux de la vie. Près de 3 décennies se sont écoulées depuis ce jour tragique à Toronto, mais le nom de Jeff Krosnoff n'a jamais quitté la mémoire de ceux qui aiment la vitesse. Pour eux, Jeff n'est pas seulement un pilote disparu, il est devenu un symbole de courage, de passion pure et de dignité humaine au cœur d'un univers dominé par le métal et le danger. Quand on parle de lui aujourd'hui, ce n'est plus avec des larmes, mais avec un profond respect pour un homme qui a vécu et est mort pour son rêve. Chaque année, en juillet, lors du Grand Prix de Toronto, les équipes observent encore une minute de silence à la mémoire de Jeff et de Gary Havrin. À l'endroit même du virage où tout s'est arrêté, des fleurs fraîches, un drapeau américain et une plaque commémorative sont déposés. On peut y lire « For Jeff, Gone Racing, Never Forgotten ». Pour Jeff, parti courir, jamais oublié. Les fans de la première heure s'y arrêtent encore, tête baissée, comme s'il parlait à un vieil ami. Aux États-Unis, au Japon et au Canada, le nom de Jeff est désormais associé à l'éducation à la sécurité en sport automobile. Dans les écoles de pilotage, son histoire est racontée comme une leçon de vie, non seulement sur la technique, mais sur le respect et la conscience du risque. Certains jeunes pilotes disent que c'est en voyant son accident qu'ils ont compris que courir, ce n'est pas défier la mort, mais honorer la vie. Dans le paddock, ceux qui l'ont connu se souviennent surtout de son sourire, un sourire calme et lumineux, même face au danger permanent qui guette à chaque virage. Ses amis racontent que Jeff ne parlait jamais de peur, il parlait de liberté, cette sensation unique qu'il trouvait dans la vitesse. Pour lui, la course n'était pas une guerre contre le temps, mais une forme d'art, une manière d'explorer les limites de l'âme humaine. Et c'est pour cela qu'on se souvient de lui, non pour la manière dont il est mort, mais pour la façon dont il a vécu. Aujourd'hui encore, lorsque les pilotes du kart ou de l'IndyCar franchissent le virage de Lakeshore Boulevard, ils savent qu'ils roulent sur une portion de piste marquée à jamais par sa mémoire. Certains affirment ressentir une présence silencieuse dans ce secteur, comme si l'esprit de Jeff veillait sur eux, rappelant à chacun que chaque tour complété est un cadeau, non un pari avec le destin. En Californie, sa tombe repose simplement dans un petit cimetière entouré de chênes. Sur la pierre est gravée une phrase « He lived his dream at full speed ». Il a vécu son rêve à pleine vitesse. Aucune statue, aucune cérémonie fastueuse, mais chaque année, quelqu'un vient y déposer une rose rouge, symbole de passion et de courage. Si Jeff a laissé quelque chose au monde, c'est la preuve que le sacrifice d'un seul homme peut sauver des vies. Grâce à lui, les technologies ont évolué, les règles ont changé, et la conscience de tout un sport s'est transformée. Plus que tout, il nous a rappelé que, même dans un univers fait d'acier et de vitesse, le cœur humain reste la plus précieuse des forces. Jeff Krosnoff n'appartient plus seulement au passé. Son nom vit dans chaque virage sécurisé, dans chaque amélioration technique, dans chaque minute de silence avant le départ d'une course. Il n'est plus là, mais son esprit continue de rouler, dans chaque moteur qui rugit, dans chaque pilote qui franchit la ligne d'arrivée, vivant, et peut être, quelque part, là, haut, au-dessus du ciel de Toronto, entre le vent et le grondement des moteurs. Jeff sourit encore, parce qu'il sait que son rêve continue de tourner.